Nous avons commencé la dernière fois. Madame, Naam. excusez-moi. S'il vous plaît, la prochaine fois, est-ce que vous pouvez envoyer le lien Oui, oui, oui. نسيت البارح باش نبعثو. Rappelez-moi, Yahé. Si j'envoie pas la veille, rappelez-moi. Ok. Des fois, on ça. Mm. Donc, en principe, lundi soir, je vous envoie le lien. Madame, au pire, vous pouvez. Au pire, on peut travailler avec le même lien à chaque fois. على باليش ولا يرفد le temps de connexion. Comment? خدمتو هكذا مع les autres modules, le même lien. Non, mais je suis avec. Faut qu'elle veut le TP système, il est avec le même lien. معليش, sinon on garde le même lien, Mala. C'est tant mieux pour moi. Ça va m'éviter de créer à chaque fois des liens. Ok. Ok. Bonjour, donc la dernière. Oui. Madame, une question. Oui. Madame, la dernière fois ما فهمتش علاش في لو طون ديميسيون ما قدرناش نخدموا بلا ريغل هذيك تاع لا تاي دو ميساج على دي ميكس ليكزورسيس لا كيسيون الاخرى. Calculer le temps d'émission عند المultiplexeur. Oui. Parce que le multiplexeur يستعمل un TDM, multiplexage temporel synchrone. عندك un quantum qui est partagé sur 3 stations. Même كي تستعمل هذيك لا ريغل لازم تزيد لها ماشي كيف باسكو هنا عندك كيفاه يخدم لو تي دي ام le multiplexage temporel synchrone. Il alloue à chaque station un quantum. Donc il faut comptabiliser tous les quantums. مادام مي في ليكزو 5 اللي قبلو خدمنا بهذا لا ميثود ميم سي كان عندنا دو ميساج اس 1 اس 2 خدمنا بهذا لا ميثود ميم سي راهم يتبعثوا في دو في سكريتاسيون فيها دو تسمى بالاس 1 والاس 2 عندك دو كواتمون في سكريتاسيون. عاود فكرني سنة نعاود نجيب لا سيري 1 ليكزو 5 كيل كيستيون الاخر كنت جينا نحسبوا لا لونغور بصح هذيك استنى نعاود نشوف ليكزارسيس عطيني كارطابل لنا شوفي لك من كارطابل هذيك on suppose que merci je ne sais pas où sera la série. Alors l'exercice 5, je parle dernière question, déterminer la longueur de la ligne partagée. Ça, on a le temps de transfert du message. À part où le temps de transfert? C'est-à-dire que la question 5 de l'exercice 5. Le MUX راهو يبعث directement le message S1 وهنا en plus هنايا راك عطاك un temps de transfert entre le MUX et le DMUX. Le temps de transfert مدهولنا اللي هو 3 millisecondes ومن بعد هذا le temps de transfert اللي مدهولنا حنا فككناه en un temps de propagation en un temps d'émission. Le temps d'émission, il est vrai, on n'a pas pris en considération les quantums, parce qu'on suppose que S1 au niveau du MUX, ou tu vois, c'est la question les posée à déjà un camarade. Madame, la distance, est-ce que nous avons le TCD de S1 ou le MUX? En fait, S1, on va supposer que S1 va le MUX, le DMUX. Donc, c'est vrai que le MUX يخدم avec un multiplexage temporel synchrone. Mais on n'est pas en train d'envoyer. On n'est pas en train de de faire la scrutation S1, S2, S3. On suppose que S1 راهو في المux. D'accord? S1 راهو في المux. وحبينا نحسبوا le temps d'émission تاعو باش نزيدوه le temps de propagation نلقاو le temps de transfert. Alors que fait l'exercice 6, la question 6 et 7, la question 6, on va calculer le temps de transmission du message réseau transmis par T3, la ligne basse vitesse, donc il n'y a pas de multiplexage.
Ou la même chose, donner le temps de transmission du message réseau par le multiplexeur. Là, on tient compte des scrutations, donc du quantum alloué à chaque T. Par contre, la question 5 de l'exercice 5, non, on a une distance, et entre cette distance-là, il y a un temps de transfert. Il englobe le temps de propagation plus le temps d'émission. Donc, on a c'est comme si le MUX ça va charger indirectement la ligne. Est-ce que le quantum T1, déjà dans l'exercice 5, il y a 2 stations. Il y a 2. Il y a 3 normalement, il y a 2 stations. Donc, هنا ماناش ناخذوا بعين الاعتبار الكونتوم اللي راهو يعطيه التي 1. هي حتى إلا زدتها اما سي با ان بروبليم. إلا حبيت تزيدها في لو طون ديميسيون tu veux considérer que tu as un quantum alloué à T1 ou بعد un quantum alloué à T2. Mais c'est pas pareil parce que هنا c'est la loi du temps de transfert, elle dit que le temps de transfert c'est le temps d'émission plus le temps de propagation. Donc, on suppose qu'on a un message, راهو في الطومبون في الميموار تاع الميوكس وراح يتشارجا في la ligne commune. Je ne suis pas en train de considérer les scrutations. Alors que dans l'exercice 6, la différence entre la question 6 et 7, c'est justement considérer les scrutations. Fait 6, non, parce qu'il est envoyé de T3, donc راهو في la ligne basse vitesse. Mais ça fait 7, راح يتبعت من الميوكس la ligne haute vitesse. Sachant qu'il y a un temps pour T1, un temps pour T2, etc. Donc, l'objectif de la question 7 de l'exercice 6, c'est de vous montrer, là, l'objectif entre la question 6 et la question 7 de l'exercice 6, c'est de vous montrer que même si le multiplexeur, il est 3 fois plus rapide que la station I, que le TCD de la station I, mais grâce à cause du TDM, on est en train de perdre du temps et on se retrouve avec un temps égal. Que ce soit la transmission T3 ou là, la transmission par le MUX, c'est 63 millisecondes. Donc, ce qui fait que, normalement, la transmission au niveau du MUX, elle est plus rapide. Mais du moment que je suis obligée d'allouer des quantums à chaque station, à ce moment-là, je me retrouve avec le même temps. Donc, là, l'objectif, c'était de vous montrer l'inconvénient du TDM par rapport à un autre type de multiplexage tel que le asynchrone. D'accord? Donc, c'est pas la même problématique. Maintenant, si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, là aussi, un étudiant a dit, Madame Laline, la distance qu'on va calculer pour l'exercice 5, est-ce que c'est entre le MUX et le DMUX ou là c'est entre le TCD de T1 et le MUX? Là aussi, si on veut rentrer dans les détails, on peut piocher. Mais là, l'objectif terna, c'est pas de chercher les détails, mais c'est de comprendre l'objectif de la question. Au niveau de l'exercice 5, il y a un temps de transfert qui englobe un temps d'émission et un temps de propagation. Et donc, on utilise la formule pour essayer de tirer la distance. Ou l'exercice 6, non. L'exercice 6, l'objectif est de montrer la différence de temps entre la transmission de TI et la transmission du MUX à travers un TDM. Oui, madame, monsieur. Je vous en prie. Donc, la dernière fois, nous avons entamé le chapitre 3. On a défini ce que c'est un LAN, d'accord? Et on a représenté quelques caractéristiques d'un réseau local, telles que le câblage, la méthode d'accès, les protocoles, le système d'exploitation, les serveurs de fichiers, le système de sauvegarde, les équipements d'interconnexion entre LAN, parce qu'il faut savoir que quand on configure des LAN, il y a des équipements d'interconnexion qui assurent la connexion entre les LAN, à savoir les ponts, les routeurs et les passerelles. Et le système de gestion d'administration, c'est-à-dire dans un LAN, en général, nous avons toujours un système d'administration globale pour administrer le réseau. Nous avons parlé aussi des principales topologies qui existent au niveau d'un LAN. Alors, les principales topologies, c'est la topologie, la première, c'est la topologie bus. On a dans la topologie bus, tous les ordinateurs sont reliés au même câble. Chaque extrémité est reliée à une terminaison. En cas de rupture du câble en un point, toutes les communications sont interrompues. Donc ça, c'est l'inconvénient de la topologie en bus. En plus de ça, à chaque extrémité du câble, il est nécessaire d'avoir un bouchon terminal. Alors, c'est quoi un bouchon terminal? C'est une sorte de
de bouchons qu'on met de part et d'autre sur le câble, voilà, pour éviter que le signal qui se propage sur le câble ne se disperse. Donc, il faut être concentré au niveau du câble. Et au niveau d'une topologie en bus, plus le nombre d'ordinateurs au niveau d'un segment augmente, plus la capacité ou l'efficacité du réseau, la performance du réseau diminue. Parce que n'oubliez pas que les ordinateurs, ils devraient partager le même support, ce qui n'est pas du tout évident. On va voir grâce à des méthodes d'accès, telles que la CSMA-CD, que faire parler, par exemple, 20 ordinateurs sur un même support, c'est pas évident. Il faut trouver un algorithme qui permet de faire fonctionner ou de faire communiquer 20 ordinateurs sur un même support. Donc, il y a eu aussi en parallèle la topologie en étoile. Tu ne veux pas dormir? Non. Ça fait la bien. Alors, tu as tes Smarties. Attends, je suis Smarties. Tu veux pas? On est dans une topologie étoile. Tous les ordinateurs sont reliés à l'aide d'un câble, un concentrateur. Ou la faille qu'on a de la topologie en étoile, c'est le fait que le point central tombe en panne. Parce que si le commutateur tombe en panne, la notion même de LAN est disparaît. Et puis, on a dit que la topologie la plus répandue actuellement, c'est l'étoile, grâce à l'utilisation donc de switch. Et en général, donc la topologie en étoile est mise en œuvre avec de la paire torsadée, les différents types de la paire torsadée, UTP, FTP, STP. Alors, il existe aussi des topologies hybrides. Alors, quand on dit topologie hybride, on peut retrouver plusieurs types de topologies combinées. Par exemple, l'étoile avec le bus, ou l'étoile avec l'anneau. D'où c'est les plus répandus. Alors, pour vous donner un exemple de topologie hybride, on peut par exemple citer l'étoile avec le bus. Parce que n'oubliez pas que les premiers réseaux qui ont fait leur apparition, c'était des réseaux en bus. Il y a eu par la suite, donc en parallèle, la topologie anneau introduite par IBM. Ensuite, l'étoile a commencé à apparaître et donc elle s'est rapidement répandue. Donc, pour mettre en relation les anciens réseaux avec les nouveaux réseaux, il fallait adopter des topologies, ce qu'on appelle des topologies hybrides. Alors, dans ce schéma-là, le schéma que vous voyez ici, vous avez l'exemple d'une topologie hybride. Alors, dans l'exemple de cette topologie, est-ce que vous pouvez me dire quel type de topologie, de quel type de topologie il s'agit ici? Il y a deux types de topologie. Étoile et bus. Voilà, c'est l'étoile et bus. Alors, du moment que vous avez un commutateur, vous avez un concentrateur sur lequel vous avez des PC qui sont branchés. Elle dit c'est l'étoile. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle un câble coaxial fin avec des connecteurs BNC. Vous avez le bus. Alors, pour mettre en œuvre ce type de topologie hybride, il faut que votre switch ou il faut que votre concentrateur soit doté de ce qu'on appelle d'un port BNC. Et si vous remarquez bien au niveau du switch, vous allez trouver qu'il y a des ports RJ45 au niveau du concentrateur. Donc, les ports RJ45 servent à connecter les PC à travers de la paire torsadée. Mais vous avez aussi un port BNC. Et ce port BNC permet de connecter le réseau bus, d'accord, avec le réseau en étoile. C'est un port BNC. Donc, grâce à ce port BNC qu'on retrouve au niveau des concentrateurs, parfois on le retrouve sur la façade, parfois on le retrouve à l'arrière du switch. C'est-à-dire au niveau du switch, la façade le switch, tu faut les 48, les 16 ports RJ45. Derrière le switch, parfois, il y a un certain switch qui dispose de port BNC. Voilà. Et donc, grâce à ce port BNC, on peut raccorder, ou là, on peut connecter deux topologies différentes. Maintenant, on vous donne quelques caractéristiques
Je reviens dans 2 secondes. Rien pour ce dérangement. Donc, on a entre le bus et l'étoile. Le bus, le type de câble qui est utilisé, c'est le câble coaxial. Alors que l'étoile, c'est de la paire torsadée. Les types de connecteurs, au niveau du bus, on utilise du BNC, que ce soit en T ou là en I. On va voir après l'architecture des réseaux Ethernet. On va expliciter l'architecture de chaque type de réseau. Je préfère le faire la semaine prochaine au niveau du présentiel. Et pour la vitesse, le bus, il est limité à 10 mégabits par seconde. Et l'étoile, c'est au-delà de 10 mégabits. La modification du réseau, elle est très difficile au niveau du bus. En fait, c'est pas flexible, c'est pas facile à modifier la topologie. C'est pas facile à rajouter ou à enlever des PC, c'est pas évident. Alors qu'au niveau du bus, du concentrateur de l'étoile, c'est simple. Il suffit de retirer un PC du concentrateur ou là de le brancher. Donc le bus, il est de moins en moins répandu. On va dire que actuellement, il n'existe plus. Et l'étoile, c'est le plus répandu. Il est adapté aux petits et grands réseaux. Bien sûr, il nécessite des équipements tels que les commutateurs. Là, c'est pour faire une différenciation entre les 2 topologies. Donc, HAD, c'est un exemple de topologie hybride. Bien, la dernière fois qu'on a l'objectif du chapitre HADA, c'est d'introduire donc les méthodes d'accès. Donc, nous allons parler aujourd'hui des méthodes d'accès. Alors, c'est quoi une méthode d'accès? La méthode d'accès, on a dit la dernière fois, je vous ai dit que la couche liaison, la couche 2 du modèle OSI, donc on a déjà là la couche physique, c'est la couche 1. Donc, la couche physique relève de tout ce qui est câblage, caractéristiques du câble, performance, etc., du câblage, donc du lien physique. Par la suite, nous avons donc la couche liaison, la couche 2, la couche liaison. La couche liaison du modèle OSI, elle est divisée en 2 sous-couches. Donc là, c'est pour se positionner un petit peu. Nous avons la couche MAC de bas niveau. Donc la couche MAC, elle est plus proche de la couche physique. La couche MAC, c'est aussi le Medium Access Control. C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de définir ou là de partager le support entre toutes les stations, c'est-à-dire de définir une méthode d'accès. Si une station souhaite communiquer sur un câble, comment est-ce qu'elle va faire? Et on parle donc de méthode d'accès. Donc la sous-couche MAC définit les méthodes d'accès. Sur la couche MAC, on retrouve la couche LLC, Logical Link Layer, qui, elle implémente un protocole de liaison. Donc, le rôle est de gérer la communication, c'est-à-dire elle gère le contrôle d'erreur. Elle gère la transmission du message si le message a été transmis sans ou avec erreur. Donc, la méthode d'accès, qui est prise en charge par la sous-couche MAC, désigne les moyens utilisés pour organiser et réglementer la circulation des informations, quel que soit le réseau local. Quel que soit le type de réseau sur lequel je me trouve, étoile, bus ou la anneau, il faut que je trouve un moyen pour permettre à mes machines de communiquer entre elles. Donc, quel que soit le réseau, normalement, une seule machine à la fois peut être autorisée à émettre sur le câble réseau. Il existe donc plusieurs méthodes qui gèrent de manière différente les conflits d'accès. Il y a plusieurs méthodes d'accès. Ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode d'accès تختلف من topologie en topologie. Donc, plus on fait, quand on change de topologie, en fait, on fait changer la notion de méthode d'accès. Un support de cours. Alors, on commence par la problématique des méthodes d'accès. Et on commence bien sûr par le bus. Alors, si vous avez par exemple 20 ordinateurs qui exploitent le même support de transmission, à savoir le câble qui est tiré en bus, la problématique qui se pose, c'est quel ordinateur a accès au support, à quel moment et pour combien de temps. D'accord? Vous avez 20 ordinateurs sur le même support. On ne sait pas quel est l'ordinateur qui va émettre en premier. Peut-être que 2 ou 3 ordinateurs veulent émettre en même temps.
Donc, il faut trouver un algorithme qui va permettre à ces ordinateurs de communiquer sans créer ce qu'on appelle un conflit. Donc, le comité I3E, Institute of Electrical and Electronics Engineers, le 802, vous allez trouver plusieurs normes de 802, a donné naissance à une série de standards pour couvrir l'ensemble des besoins. Donc, dans le 802, quand vous trouvez le 802.2, il s'agit de la LLC, la sous-couche, toutes les méthodes, tous les protocoles implémentés au niveau de la sous-couche LLC ont été standardisés 802.2. Maintenant, pour les méthodes d'accès, il y a eu la 802.3 qui est exclusivement réservée au réseau Ethernet. On va expliquer c'est quoi les réseaux Ethernet. La 802.4, c'est le jeton sur bus, donc c'est une méthode d'accès qui se base sur le principe d'un jeton sur bus. Et la 802.5, c'est une méthode d'accès qui explique l'accès des ordinateurs sur une topologie en anneau. Donc, c'est le jeton sur anneau. Donc, au niveau de ce cours-là, on va expliciter deux principales méthodes. La 802.3, qui est relative au réseau Ethernet. Donc, c'est des réseaux en bus ou là en étoile. Quand on dit Ethernet, on va expliquer donc c'est quoi Ethernet. Ethernet, ce sont tous les réseaux qui ont une topologie en bus. Et avec le temps, cette topologie en bus, donc, elle s'est développée en une topologie en anneau. Et 802.5, ce sont tous les réseaux qui exploitent une topologie en anneau. Voilà. Alors, la méthode d'accès réservée au réseau en bus, c'est la I3E 802.3. Donc, elle a été standardisée, I3E 802.3. Et elle est spécifique au réseau en bus. Que veut dire, alors la méthode d'accès I3E 802.3, on la nomme la CSMA/CD. Ça veut dire quoi CSMA/CD? Alors, CSMA, c'est Carrier Sense Multiple Access. Et CD, with Collision Detection. En français, si on veut traduire ça en français, donc on va avoir accès multiple avec écoute de la porteuse et détection de collision. Voilà. Il y a la méthode. On va expliquer le principe, on va donner l'algorithme en fait de cette méthode. Mais déjà d'après le nom, qu'est-ce qu'on prend? On comprend que cette méthode d'accès permet à plusieurs stations d'accéder à la porteuse. Quand on dit à la porteuse, il y a le câble. Donc, un comme accès multiple. C'est plusieurs stations qui peuvent accéder au câble. Avec écoute de la porteuse. Donc, il y a un principe d'écoute du câble. D'accord? C'est le Carrier Sense Multiple Access. Donc, accès multiple avec écoute, Carrier Sense, écoute de la porteuse. Et elle permet aussi de faire la détection de collision. Alors, c'est quoi une collision? Une collision apparaît lorsque deux stations connectées en bus transmettent un message en même temps. C'est ça une collision. Donc, c'est quoi une collision? C'est deux stations qui sont sur le même bus et qui émettent en même temps. Donc, wahda, elle va émettre un signal. L'autre, elle va émettre un signal. Donc, on va supposer qu'on a un signal carré, maintenant, ou un autre signal carré, J. Donc, aussi, les deux signaux, ils vont se superposer l'un sur l'autre. Et la superposition d'un signal par rapport à un autre va créer ce qu'on appelle une collision. C'est ça une collision. Donc, c'est quoi une collision? C'est un signal qui a une amplitude beaucoup plus élevée que l'amplitude du signal de base. Donc, la machine qui tourne sur le support ou la machine, en fait, elle va détecter la présence d'un signal hors norme. Hors norme, donc là, on se dit qu'on a une collision. Même un signal hors norme, c'est-à-dire un bruit, c'est ça? Et voilà, ça veut dire par exemple, on peut le signal électrique qui par exemple entre une tension E1 et moins E1, par exemple, j'ai une tension le double de ma tension, par exemple. D'accord.
le double ou la triple de la tension avec laquelle je travaille, le codage avec lequel je fonctionne. Donc là, je comprends qu'il y a eu collision. Il y a eu une collision de deux signaux. Alors, donc, examinons de plus près le pseudo-algorithme de la méthode CSMA-CD. Donc, je répète, la méthode CSMA-CD a été normalisée I3E 802.3. Le pseudo-algorithme de cette méthode nous avons un émetteur sur un bus. Donc, nous avons une station EA, ou quel que soit le nom de cette station, qui souhaite émettre sur un bus. Qu'est-ce qu'elle va faire cette station E? Première fonction ou la première règle, c'est l'écoute. E va écouter le câble pour détecter la présence d'un signal. Donc, avant de transmettre, je vais d'abord écouter le câble. Si je trouve qu'il y a une tension sur le câble, donc un signal électrique qui est véhiculé au niveau du câble, je comprends, en tant que station, je comprends qu'il m'est impossible d'émettre parce qu'il y a un courant au niveau du câble. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'émettre. Donc, je ne pourrai pas émettre. Donc, je reste à l'écoute, le câble, jusqu'à ce que la transmission se termine. Lorsque la transmission se termine, lorsque j'écoute le câble, il n'y a plus de signal. D'accord? C'est un courant nul. Donc, la station E, dès que le câble se libère, qu'est-ce qu'elle fait? Dès que le support est libre, alors la station E transmet. Elle va transmettre son message. Dès que la station en bus, donc le support terna en bus soit libre, la station E va émettre son message. Mais la station ne va pas faire que l'émission du message. Alors, elle va le message et elle va rester à l'écoute pour détecter les collisions. D'accord? Donc, il va le message comme si quand il le message d'IALI. Alors, باش تفهموا نعطيكم l'exemple. L'exemple de, je sais pas, je vous donne cet exemple-là, peut-être que ça va vous permettre de mieux comprendre les choses. Supposons que vous habitez dans un immeuble et que vous avez une épicerie au niveau de l'immeuble. Vous avez deux immeubles, l'un en face de l'autre. Vous habitez l'immeuble, ou عندكم alimentation générale ou la épicerie au niveau de l'autre immeuble. Donc, نتوما عندكم وليدكم par exemple, وليدكم ولا خوكم صغير تبعتوه يشري لكم. Donc, le fait اللي تبعت هذاك الولد يخرج يشري لك, on va dire que c'est ça la transmission d'un message. كاين deux manières de faire. soit تبعت الطفل يروح يشري لك حاجه من عند البيستري ويعاود يولي. Donc, soit الطفل يخرج من الباب انت قاعد في الدار. Donc, tu fais autre chose en attendant que l'enfant revienne. Mais en fait, ici, lorsque l'enfant quitte la maison, on perd toute trace. Donc, l'enfant, est-ce que réellement l'alimentation générale ou la rahilab ou la... D'accord. Par contre, une deuxième méthode serait d'envoyer l'enfant acheter quelque chose, mais de l'observer à travers la fenêtre. Donc, on va chauffer. Voilà, on va chauffer. نقعد نشوف فيه باش نتاكد باللي الطفل راح l'alimentation générale qui se trouve en face de moi a acheté quelque chose et puis il ressort de l'alimentation générale et il va rejoindre mon immeuble. C'est ce que fait la station E dans la CSMA-CD. La station E, lorsqu'elle charge son message au niveau du support, تقعد تتبع فيه, تقعد تسمع الكابل. ولا تقعد تسمع الكابل, تقعد تسمع الكابل باش تتاكد باللي الميساج هذا اللي بعثاته ما جاش un autre signal d'une autre station parce qu'il se peut qu'en même temps que la station E راهي exécuter هذا l'algorithme, une autre station B ولا C ولا هي ثاني كانت حابه تبعث وسمعت باللي le câble il s'est libéré في le même moment les E سمعت باللي le câble il s'est libéré وبعثت un message في le même moment les la station E بعثت فيه le message. Donc واش راح يصرى الميساج تاع E راح يجوز وما تنساوش عندنا un seul support رانا في البوس.
Donc, il y a un seul support. Donc, le message de E راح يجي, le message d'une autre station راح يجي, وش sera une collision. Donc, la station E, وش دير? Pour être sûr que le message ديالها ما يكونش en collision avec un autre message, elle va rester à l'écoute. تقعد تسمع s'il y a des collisions ou pas. Donc, la quatrième étape, il dit le principe de la collision. إذا صارت une collision, ça veut dire en même temps que la station E بعثت, il y a une autre station اللي بعثت معاها. إذا صارت une collision, وش دير la station E? Elle va stopper l'envoi. Bon, puisqu'il y a une autre station qui va émettre, نحبس ما نبعدش. Et elle va attendre un délai. تستنى وقت معين. Ça veut dire elle va donner le temps au message qui a été transmis d'arriver à destination. Elle va attendre un délai compris entre un intervalle entre 0 et n. Puis, elle va retransmettre le même signal. Et elle va rester aussi à l'écoute. S'il y a une nouvelle collision, alors la station E, elle stoppe l'envoi et elle va augmenter le délai d'attente. Au lieu de s'na entre 0 et n, elle va attendre entre 0 et 2n. Puis, elle va retransmettre le signal. Ainsi de suite. Donc, finalement, la station E, راح تاخذ الوقت, راح تعطي le temps, les autres messages يتبعتوا قبل ما تعاود تبعت هي. هذا هو le principe de l'algorithme CSMA-CD. Donc, son principe, c'est de mettre le message sur le support, mais de rester à l'écoute. Donc, je surveille. Pourquoi je surveille? Parce que كاين حالتين. Soit الحالة الأولى يلحق le message la destination et donc je reçois un accusé de réception. Parce que maintenant, ça, je veux la transmission dans un message, dans un bus, comment elle se fait? Lorsqu'une station A transmet un message vers la station B, le message لازم يروح حتى la station B, ou la station B لازم ترجع لي un accusé de réception, ce qu'on appelle le ACK, acknowledgement. Donc, il faut qu'elle me réponde. Parce que إذا كان la station A ما لحقهاش l'ACK, ça veut dire ما دارت والو. D'accord? Donc, finalement, le message هنا في البus راهو ياخذ يروح ويولي. D'accord? On comptabilise 2 fois la distance de A vers B. Le message يروح de A vers B ويعاود يولي لي un accusé de réception. Donc, A تقعد تتبع في هذاك الميساج كيما قلت لكم l'enfant اللي يروح يشري ويعاود يولي. لازم يروح حتى البيسري يشري ويعاود يولي l'enfant باش نتأكد باللي la transmission خدمت correctement. Donc, نقعد نتبع في الميساج ديالي قيس ما يروح ويعاود يولي. إذا كانت une autre station, ça va jouer là-bas. إذا كان une autre station بعثت en même moment, à ce moment-là, il y aura une collision. Et donc, je vais stopper l'envoi de mon message et je vais attendre encore un intervalle plus élevé. Alors, on ne dit pas que l'algorithme, il est sans problème ou là sans inconvénient ou là sans erreur. C'est la base, c'est l'algorithme basique qui a été proposé pour assurer la communication de plusieurs machines sur un même support. Bon, il présente des inconvénients, bien sûr, il y a un temps d'attente immense, il n'est pas optimal, mais par la suite, cet algorithme a été amélioré. Par la suite, il a été amélioré. Mais on ne dit pas que l'algorithme HADA, il est optimal. Seulement, c'est l'un des premiers algorithmes qui a été mis en œuvre pour permettre à des stations qui partagent le même support de communiquer sans erreur. De communiquer sans erreur. Alors, est-ce que cette méthode est claire, la CSMA-CD? Donc, c'est la CSMA-CD, méthode spécifique pour les réseaux en bus. Je répète, normalisé I3E 802.3. 802.3. Voilà. La deuxième méthode d'accès, elle a été réservée, ou elle a été créée pour les topologies en anneaux. C'est la méthode d'accès du jeton, ce qu'on appelle le token ring. Donc, la deuxième méthode d'accès, donc spécifique pour les topologies en bus. La deuxième méthode d'accès, elle est relative aux réseaux qui ont une topologie en anneau. La méthode d'accès, le token ring, et elle a été normalisée I3E
802.5. Alors, nous allons jeter un coup d'œil sur l'algorithme ou le pseudo-algorithme qui permet à des stations connectées en anneau de communiquer entre elles. Bien sûr, on ne peut pas implémenter le même algorithme que celui du bus, parce que ce n'est pas la même idée. D'abord, ce qu'il faut savoir au niveau de l'anneau, vous savez que dans une topologie anneau, les stations sont connectées à travers un câble. Et en fait, le câble, il est en bus. Seulement, c'est comme si tu as un bus, tu as des stations connectées à un bus, ou tu as le bus. Seulement, attention, chaque PC a deux cartes réseau. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que la topologie TANA, elle est en anneau. C'est-à-dire le câble, il entre un PC, et il sort le même PC. Donc, un PC, pour qu'il soit... Et en anneau, c'est qu'on a un seul sens de communication. La topologie en bus, on a deux sens de communication. La station A peut être dans un sens et une station B qui se trouve dans un sens contraire peut aussi envoyer un message. Donc, le cache un sens, tu as le transport du message. Par contre, l'anneau, oui, il y a un sens. D'accord? C'est toujours qui m'a aqarib sa'a, qui m'a le sens d'une horloge. D'accord? Toujours, je vais, si vous voulez, de gauche à droite. Voilà. De gauche à droite, de gauche à droite. Ou tanit, la méthode d'accès du jeton, pour pouvoir communiquer, il faut avoir le jeton. Donc, c'est quoi le jeton? Le ring, ce qu'on appelle le ring. Ce que vous voyez en rouge ici, c'est le ring. Il y a un jeton qui circule librement sur le réseau. Li حاب يهضر لازم هو اللي يدي le jeton. Donc, ما نقدرش نهضر حتى ندي le jeton. D'accord? Bon, le jeton, on le modélise sous forme d'un anneau. Mais en réalité, le jeton, c'est quoi? C'est une petite trame. Vous pouvez l'imaginer, quand vous voulez implémenter cette méthode sur un ordinateur, vous pouvez l'imaginer comme un petit espace mémoire, d'accord, qu'on appelle par exemple R, petit espace mémoire. Si je le mets à 1, ça veut dire que le jeton est pris. Si je le mets à 0, ça veut dire que le jeton est libre. Donc, ce qui se passe, c'est que ce jeton va circuler librement sur le réseau jusqu'à ce qu'une station qui souhaite émettre va le prendre. Donc, là, on va prendre l'exemple où la station A veut transmettre un message après, un message à la station C. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la station A? L'émetteur A, elle va prendre un jeton libre. Vous remarquez que le jeton là, qui est libre, il était rouge, le jeton. D'accord? Maintenant, le jeton, il devient bleu. Le jeton devient bleu. Ça veut dire que la station A, elle a pris possession du jeton. Et elle va transmettre son message. Elle va attacher les données à transmettre avec l'adresse de destination, l'adresse de la station C. Et elle va transmettre la trame à la station B. Elle est au ça. Bon, روحوا البيت. روحوا البيت ما خليتونيش ننام. روحوا البيت. هاكي. ما تجيش لهنا تنكمل. هيا. On a dit l'émetteur A reçoit le jeton libre, lui attache les données à transmettre avec l'adresse de destination de C et transmet la trame à B avec le jeton marqué occupé. Donc, le message dit la station C, il est obligé d'use la station B. Me cache autrement. Je ne peux pas faire autrement. Il y a un seul sens de circulation du message. Donc, mon message doit passer par la station B. Lorsque le message passe par la station B, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va recevoir la trame qui est destinée à C. Elle va comparer son adresse avec celle de la destination de B. Elle va trouver que ce n'est pas la même. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retransmettre la trame à la station suivante. Et là, je vous pose une question. D'après vous, quand on dit que la station B
reçoit la trame, compare son adresse. Il s'agit de quel type d'adresse ici? Est-ce qu'on compare les adresses IP? Est-ce qu'on est en train de comparer les adresses IP ou les adresses MAC? D'après vous? Les adresses MAC, madame. Les adresses MAC. Oui, pourquoi On a la couche liaison, deuxième. Très bien, très bien. Là, donc n'oubliez pas qu'on est au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Donc, elle compare son adresse avec celle de la station B. Il s'agit des adresses MAC. Maintenant, la sous-couche MAC, d'accord? Et la sous-couche MAC fait partie de la couche 2. Donc, il s'agit des adresses physiques. Donc, la station B va comparer son adresse MAC avec celle de la destination. Vous savez que les adresses MAC, ce sont des adresses uniques. D'accord? On ne peut jamais retrouver deux cartes réseau dans le monde qui ont la même adresse MAC. Ce sont des adresses uniques. C'est comme des numéros de série spécifiques à chaque carte réseau. On ne peut jamais retrouver deux adresses MAC identiques. Donc, la station B, quand elle compare son adresse, elle va trouver que ce n'est pas elle la destination. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retransmet la trame à la station suivante. De toutes les manières, on est obligé de passer par les stations suivantes. Après cela, qu'est-ce qui se passe? La station C va recevoir la trame. Qu'est-ce qu'elle fait, la station C? Elle va comparer son adresse MAC avec celle de la destination. Elle va trouver que finalement, c'est elle la destination de la trame. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retirer les données de la trame émise par la station A. Elle va marquer la trame lue. Où je m'entends marquer la trame lue? Regardez bien, elle est en train d'accuser réception. Donc, les données les à la A. Ou place les données, ce qu'on appelle un ACK, un acknowledgement. Donc, elle va marquer la trame lue. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va transmettre ou elle va retransmettre la même trame à la station D. Là, faites attention, le jeton, il est toujours occupé. Donc, la station C n'a pas encore libéré le jeton. Le jeton est occupé. Le jeton m'a été libéré, l'ACK la station A. Ça veut dire le jeton باش يتليبيرا لازم يدير دورة كاملة. لازم يدير دورة كاملة من لا ستاسيون اللي بعثاتو حتى يعاود يولي لا ميم ستاسيون باش يتليبيرا لو جيتون. Donc, C reçoit la trame, retire les données et marque la trame lue. Elle accuse réception var A. Le jeton est toujours occupé. Maintenant, la station D, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va recevoir la trame et elle va recevoir l'accusé de réception qui est destiné à A. La station C, l'adresse de destination تبدلت ولات A. بكري في la trame اللي بعثتها A, l'adresse de destination كانت C. C, lorsqu'elle va recevoir la trame, elle va changer l'adresse de destination, تولي l'adresse de A. Donc D, elle va comparer son adresse avec l'adresse de A. Elle va trouver que ce n'est pas elle la destination, donc elle va transmettre son adresse à A. La station A reçoit la trame, elle constate que C a bien reçu la trame, la retire, elle va supprimer la trame, parce que dans la daura kamila, et elle libère le jeton. Donc là, c'est la fin de l'exécution de la méthode d'accès token ring. Donc, fais tout le principe de cette méthode. Comment le token ring fonctionne. Alors, là, contrairement au bus, on n'a pas les collisions. Voilà, on n'a pas les collisions. Parce que, madame, le jeton, il est libéré. Voilà. C'est le jeton qui garantit qu'il n'y a pas de collision. Là, le jeton, une autre station, la première station, تكون كملت الميساج. Donc, لازم تكون بعثت الميساج ولحقها accusé de réception. Donc, là, il n'y a pas risque d'avoir de collision. C'est pour ça qu'on n'implémente pas la même méthode d'accès. Alors que le bus, si. Le bus, ce sont plusieurs stations qui partagent le même support. Donc, il y a risque d'avoir une collision. Donc, il faut trouver une méthode qui nous permet d'éviter ces collisions. Alors, toujours en restant sur l'anneau, il y a ce qu'on appelle les réseaux FDDI, Fiber Distributed Data Interface. Les réseaux FDDI, ce sont des réseaux en anneau, mais très développés. C'est-à-dire que la topologie en anneau, elle s'est rapidement développée.
elles ressemblent, donc les réseaux FDDI ressemblent au réseau Token Ring à jetons. Ils sont constitués de deux anneaux. Il y a deux anneaux. Au lieu d'avoir un seul anneau, on a deux anneaux en fibre optique. D'accord? C'est des Fiber Distributed Data Interface. Ce n'est pas de la paire torsadée comme dans les topologies en anneaux classiques, c'est de la fibre optique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, j'ai le thermomètre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que les réseaux en anneaux, ce sont les réseaux réservés à un transport vraiment élevé en termes de trafic. En général, c'est de la fibre optique. Bon, qui de la paire torsadée. Mais maintenant, les réseaux en anneaux, c'est des réseaux en fibre optique. Parce que la fibre optique permet des performances de transmission meilleures. Donc, on a deux anneaux en fibre optique, un anneau principal et un anneau secondaire. Ils utilisent une méthode d'accès par jeton, d'accord? Toutefois, cette méthode est plus efficace que le token ring traditionnel. Pourquoi? Car plusieurs trames peuvent circuler sur l'anneau simultanément. Puisqu'on a deux anneaux, en fait, chaque ordinateur est connecté à ces deux anneaux. D'accord? Donc, vous savez l'inconvénient du token de l'anneau, c'est quoi? Le majeur inconvénient, oh là là, si on veut citer un inconvénient principal de la topologie de l'anneau, c'est qu'elle est coûteuse. Elle est coûteuse parce que déjà, qui n'habbe un anneau simple, le PC تاعي لازم يكون عنده deux cartes réseau باش يتبرانشا de part et d'autre. Maintenant, avec un double principe de double anneau, لازم يكون عندي quatre cartes réseau par PC. Donc c'est un système, c'est une topologie qui est coûteuse en termes d'équipement réseau. Parce qu'un PC a deux cartes réseau pour l'anneau l'anneau principal ou deux cartes réseau pour l'anneau secondaire. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y a deux trames qui circulent en même temps, parce qu'il y a deux anneaux, donc je peux exploiter les deux anneaux. La vitesse de transfert d'un réseau FDDI est comprise entre 155 mégabits par seconde et 622 mégabits par seconde. Mais ils permettent quand même de fournir un débit élevé. Et comme le montre la figure, il n'y a pas que des PC qui sont connectés dans un anneau, il y a aussi des réseaux. On peut retrouver carrément des LAN, d'accord, des LAN. Vous avez un switch carrément, il y a un anneau. Brancher un switch à l'aide de deux interfaces. Je vais mettre ce switch-là au niveau d'un anneau. Et là, j'ai une topologie hybride. D'accord, comme on dit by the way. Ici, nous avons une topologie hybride. Nous avons un anneau et nous avons une étoile, une topologie en étoile, effectivement. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de voir comme topologie ou là, comme méthode d'accès, donc ce sont des méthodes d'accès de base, basiques, qui ont été par la suite améliorées. Il y a eu donc, on a essayé d'améliorer les lacunes de chaque topologie. Alors, les réseaux Ethernet. Donc, on revient vers les réseaux Ethernet. Leur nomination, quand on parle de réseau Ethernet, on fait référence à l'Ether. L'Ether, c'est quoi? C'est un type de support utilisé. Donc, en général, les réseaux Ethernet leur câblage, le câblage des réseaux Ethernet est fait à l'aide de l'Ether. Voilà. Ces réseaux ont été normalisés sous la norme I3E 802.3. Ils sont classés en différentes catégories. Alors, il y a deux types de réseaux. Il y a les réseaux Ethernet, d'accord, normalisés 802.3, ou il y a les réseaux en anneaux, normalisés 802.5. Deux méthodes d'accès différentes désignent deux réseaux différents, deux types de réseaux différents. D'accord? Deux méthodes d'accès différentes désignent deux types de réseaux différents. Quand je dis Ethernet, je fais référence à l'I3E 802.3, donc je fais référence à la CSMA-CD. Quand je parle de réseau en anneau, c'est une autre méthode d'accès. Donc, pour le moment, on va voir les réseaux Ethernet. Alors, les réseaux Ethernet, attendez, les réseaux Ethernet peuvent être classés
selon le type de support, la longueur de segment, le débit binaire, le type de transmission. Cela conduit à la normalisation représentée par la désignation D trans L. Chaque réseau Ethernet là est normalisé D trans L. D fait référence au débit. Trans, c'est le type de transmission. Donc, n'oubliez pas, nous avons deux types de transmission. Le broad désigne une transmission analogique et base désigne une transmission numérique. Quand vous trouvez broad, il s'agit d'une transmission analogique. Quand vous trouvez le mot base, il s'agit d'une transmission numérique. Et L, c'est le type de support. En fait, je vais profiter de la séance prochaine, puisque la semaine prochaine, on aura des séances en présentiel. Je vais profiter pour vous montrer comment est-ce qu'on dessine chaque type de réseau Ethernet. Les réseaux Ethernet, on a le 10 base 2, le 10 base 5, le 10 base T, le 100 base T, le 1000 base T, on a le 10 base F ou le 1000 base FX, ou on a le 10 broad transistor. C'est des exemples de réseaux Ethernet. Alors, quand je dis 10 base 2, on a le 10 fait référence au débit. Le D trans L. Quand on dit 10 base 2, le débit de ce réseau, c'est 10 mégabits par seconde. Alors, base, ça veut dire transmission numérique. Qui chouffe le chiffre 2, ça veut dire qu'on utilise un câble coaxial fin. Donc, le câble coaxial fin, il est utilisé avec des connecteurs BNC en T. C'est à peu près le réseau en bus, la topologie hybride. Voilà, c'est HADA. Le réseau en bus, les en topologie hybride, sans le switch. Si vous regardez le réseau en bus sans le switch, HADA voit le 10 base 2. Fait un câble en cuivre fin, fait des connecteurs BNC en T dans lesquels on fait brancher les machines, ou on a un bouchon terminal de part et d'autre. HADA voit le 10 base 2. Donc, la semaine prochaine, on va donner le schéma pour chaque réseau. HADA, donc, c'est un réseau qui peut comporter 30 stations au maximum par segment. Et lorsqu'un segment ne suffit pas, on peut agrandir le segment à l'aide de connecteurs, ce qu'on appelle les connecteurs BNC en I. Et la longueur du segment peut atteindre les 200 mètres. Lorsque vous trouvez le 10 base 5, HADA, c'est un réseau utilisant un câble coaxial épais. Donc, c'est le même débit, le même type de transmission, mais il y a le 5 qui change à la place de 2. Ça veut dire le type de câble à hitbeddel. On utilise un câble coaxial épais. Et lorsqu'on utilise un câble coaxial épais, on a des adaptateurs, ce qu'on appelle les MO, Medium Access Unit. Les adaptateurs, ils vont jouer le rôle d'interface entre le câble principal, le câble coaxial épais, et le câble de liaison reliant le PC au câble principal à travers le MO. La longueur du segment peut atteindre les 500 mètres avec 100 stations au max. Donc, la seule différence par rapport au 10 base 2, c'est qu'il peut supporter plus de stations. Mais sinon, le débit est le même. Quand on parle de 10 base T, on fait référence à des réseaux Ethernet avec un débit de 10 mégabits par seconde, une transmission numérique. Et lorsque vous voyez la lettre T, ceci fait référence à la topologie étoile. N'oubliez pas que les deux premiers types de réseaux Ethernet, c'était des topologies en bus. Alors que le 10 base T, c'est une topologie en étoile. Alors, le 10 base T, en général, on utilise un hub. La paire torsadée relie chaque station au hub. Elle est de catégorie 2 avec un débit de 10 mégabits par seconde. La paire torsadée, elle est compliquée. Il y a plusieurs types de catégories de la paire torsadée. La catégorie 2. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à une catégorie 8 ou la 7 ou plus. D'accord?
je ne sais pas exactement où il en est en termes de câblage, mais je sais que la catégorie, on doit être la catégorie 7 ou la catégorie 8. La différence entre la catégorie des paires torsadées, c'est les performances du câble, c'est tout. On construit des câbles plus performants à chaque fois, en termes de débit, en termes d'impédance, en termes d'atténuation, etc. Le sans base T, c'est toujours un réseau en topologie étoile, mais sans base T, ça veut dire qu'on n'utilise plus le hub. On va passer par soit des hubs puissants ou des switches, des commutateurs. Même le type de la paire torsadée augmente, c'est de la catégorie 5. Et dans un 1000 base T, c'est des réseaux en topologie étoile utilisant des switches. La paire torsadée est de catégorie 6 ou plus et des débits qui arrivent jusqu'à 1 gigabit par seconde. Pour le 10 base F et le 1000 base FX, c'est des réseaux en étoile. C'est des réseaux en fibre optique. Utilise de la fibre optique comme câble principal avec FOMO, assurant la conversion des signaux lumineux en signaux électriques. Oui, c'est même une topologie en étoile. Je vais vous montrer après quelle est l'architecture d'un réseau 10 base F. En fait, c'est qui met le 10 base T. Seulement, on a le commutateur ou le switch. C'est un commutateur réservé au câblage en fibre optique. D'ailleurs, on a même au niveau de la salle 122. Peut-être que je vais vous montrer à quoi ressemble en fait un commutateur en fibre optique. Et quand on trouve le 10 Broad 36, là, il s'agit d'une transmission analogique, parce qu'il y a le mot Broad, donc en fait, ça fait référence à un câblage téléphonique. D'accord? Là, on fait référence à un câblage téléphonique. On utilise un câble coaxial épais pour la transmission numérique. On utilise des modems. Madame, on a un signal analogique pour la transmission du signal, le 10 Broad 36. Donc, quand vous voyez 36 ici, c'est qu'il s'agit d'un câble coaxial épais pour une transmission analogique. Voilà. C'est les principaux réseaux Ethernet qui existent. On va essayer de les expliciter donc la semaine prochaine. Alors, pour conclure ce chapitre-là, on va terminer avec la structure d'une trame Ethernet. Alors, une trame Ethernet est une trame qui est construite au niveau 2 du modèle OSI. D'accord? Qui nous une trame. La couche physique, on a la bit. L'unité, c'est bit, c'est 0 ou 1. Donc, une suite de 0 et 1. La suite de 0 et 1, plus nous parlons dans le modèle OSI, plus tout les a une structure. La suite de bits, si on tombe dans ce qu'on appelle des structures. Qui connaît le niveau 2, d'accord? On ne parle pas de paquets, on ne parle pas de messages, mais on parle de ce qu'on appelle une trame. Alors, où je fais la trame Ethernet? La trame Ethernet, le format de la trame Ethernet, les 7 premiers octets de la trame Ethernet constituent le champ préambule, PRE. C'est une suite de 10, 10, 10, 10. Donc, l'octet, un octet où je fais 4 على 10. 10, 10, 10, 10. L'octet, on va le dupliquer 7 fois. D'accord? Donc, l'octet, il sera envoyé 7 fois à l'émetteur. Ou allez, on 7 fois à l'émetteur. Faites attention pour synchroniser les horloges de l'émetteur et du récepteur. Donc, là, on va procéder à une synchronisation des horloges de l'émetteur et du récepteur. Le récepteur qui a 3 suites, l'octet 10, 10, 10, 10, il comprend que l'émetteur va envoyer les messages. Donc, il va synchroniser avec l'émetteur. Le champ de cet octet, le préambule, il y a un champ SFD fait un octet, 8 bits. Le start frame delimiter, c'est le début de trame. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? On fait une synchronisation. On fait attention, la trame va تبدا. La trame, l'émetteur يعرف la trame اللي راح تبدا lorsqu'il reçoit la suite 10 10 10 11. Qui يبدا la suite 10 10 10 11 يعرف بلي la trame تاعو راح تبدا. Après, le troisième champ, c'est Destination Address, DA. C'est l'adresse MAC de la machine destinatrice.
Et juste après DA, nous avons source adresse. C'est l'adresse source de la machine. Et bien sûr, pourquoi c'est sur 6 octets? Parce qu'il s'agit de l'adresse MAC. L'adresse MAC, effectivement, elle est sur 6 octets. 6 fois 4, 6 fois un octet, c'est 8 bits. 6 fois 2. Oui. مادام على ما بديناش بلادريس سورس حتى بدينا بلادريس ديستيناتور. هكذا la trame, je sais pas. La trame هكذا, c'est là d'abord la destination, بعد la source. En fait, je pense que peut-être parce qu'il faut vérifier la destination avant la source ou quelque chose comme ça. Hein. Je sais pas. Voilà, nous avons la destination, بعد source après. Alors après, on a le champ length, L-E-N. C'est la longueur du champ data qui provient de la couche supérieure. Alors maintenant, on est en train de faire ce qu'on appelle la méthode d'encapsulation. Je fais la méthode d'encapsulation, le chapitre 0. La donnée qui la donnée de l'utilisateur ou la couche 8, la couche 1. Donc, le champ data, il est compris entre 0 et 1500. Entre 0 et 1500 octets, c'est le champ data, mais il y a la couche supérieure. Chaque couche, la couche inférieure, le champ data, ou la couche où les entêtes d'Yelha. La couche elle va considérer tout le paquet comme étant un en-tête, comme étant une donnée, les entêtes, ainsi de suite. Et on a dit que ce processus s'appelle l'encapsulation. Donc, le champ data, il est compris entre 0 et 1500. La longueur de le champ data, elle est donnée. La longueur du champ donné, elle est donnée le champ length, qui est mesuré sur 2 octets. On a aussi le champ padding, ou le champ bourrage. Alors, on va expliquer le rôle de ce champ. Le champ padding ou la bourrage, silence. Lorsque la longueur de la trame n'atteint pas une taille minimale, parce que il faut savoir que la trame Ethernet a une taille minimale. ما نقدرش يكون عندي une trame Ethernet تحت la taille هذيك. كاين une taille minimale pour une trame Ethernet. Donc نفهموا علاه كاين une taille minimale. On va essayer d'expliquer ça. On dit que si le champ data est inférieur à 46 octets, on doit remplir le champ PAD par des bits de bourrage pour atteindre la taille minimale d'une trame Ethernet valide qui est de 64 octets du champ DA, Destination Address, jusqu'au champ FCS. Donc, nous avons que la trame Ethernet a une taille minimale. Mais elle ne peut 64 octets. Donc, retenez juste pour le moment qu'une trame Ethernet a une taille minimale de 64 octets. Le pourquoi, on va essayer de le voir la séance prochaine. La trame Ethernet a une taille minimale. Donc, في حالة la trame ديالي في حالة le champ data تاعي ما يعمرليش la trame باش نلحق لي 60 octets واش ندير ناخذ des bits de bourrage شغل نعمر بهم برك نعمر بهم باش j'atteins هاد la taille minimale. Et le dernier champ اللي هو le champ FCS le frame checksum هادو c'est des bits de contrôle pour effectuer la détection des erreurs sur la trame باش نعرف la trame est-ce que راحت correctement une source une destination نستعمل هاد les bits le FCS c'est les bits le frame check sub les bits de contrôle d'erreur. Donc il y a des calculs qui se font sur هاد les bits باش نشوفوا est-ce que la trame تاعنا c'est transmise sans erreur ou avec erreur. Voilà. Donc la prochaine séance je vais expliquer donc pourquoi une trame Ethernet doit avoir une taille minimale de 64 octets. Je vais expliciter aussi les réseaux Ethernet, les chefnahom qbil. On va essayer de les dessiner parce que les exercices, vous aurez à dessiner le type de réseau. Et on va terminer le chapitre Hada. Je vais vous envoyer la série numéro 3 juste après le cours, comme la série numéro 3. Vous pouvez préparer l'exercice 5. L'exercice 5. Et on se verra donc la semaine prochaine. Par contre, pour la séance en présentiel, je préfère la faire le jeudi à 13h. Et vous êtes libre le jeudi à 13h. On va faire 2 heures, de 13h à 15h.
Madame, normalement, jeudi l'après-midi, on a cours. Vous avez cours de quoi? Attendez, je peux dire. Hein? Le compile, madame, le compile. Compile, madame. Ah, mais la dernière fois, Madame Dirouha, À 10h, non, madame. voilà, 10h, ouais, 10h. La dernière fois, dernière à 10h, 10h midi. Oui, madame, 10h midi. Voilà. La salle de conférence. Voilà. Donc, on va maintenir 2 heures, la salle de conf, jeudi, 10h midi. Et dimanche, on n'aura pas, madame, alors. On n'aura pas. Dimanche, on n'aura pas. Par contre, il a حبيتوا ما تقراوش système بالخميس العشية نقولها طمكم بالحد. C'est ce qu'elle va faire, je crois. Voilà. Alors, je vous laisse le soin de lui dire ou la نقولها à déléguer. Moi, je peux lui dire. Voilà. قولي لها puisque تاع غيزو راح تشدنا بالخميس من 10 ل 12. Sinon, je vais lui envoyer un mail. نقولها ils sont libres le dimanche matin si tu veux les prendre. Comme ça, elle vous décharge le jeudi après-midi, c'est ça? Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, pour le présentiel, on va maintenir donc la séance d'Yelna. Donc, je vais vous envoyer un message. Dès que je confirme le système, je vous envoie un message pour le diffuser à vos camarades. Jeudi, ça va être de 10h à midi au niveau de la salle de conférence pour le présentiel. Par contre, préparez la série 3. Donc, nous allons comme la série 3. Essayez de la préparer pour jeudi. D'accord? On commence par l'exercice 5 et après, on va faire les autres exercices. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce cours? Le cours qu'on va bien. Alors, Simhou Léa, pour je sais que il y a des perturbations de part et d'autre. J'ai des enfants à la maison, la Ralb. Donc, je vous demande de m'excuser pour ça. Par contre, est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours? Voilà, donc révisez votre cours. Si jamais il y a des questions, vous pourrez me les poser donc jeudi prochain, Inch'Allah. Voilà, je vous remercie.